Bienvenue dans ce premier épisode du balado qualifié mais invisible. Depuis plusieurs années, on observe que plusieurs milliers de femmes arrivent ici avec des diplômes, avec des compétences et surtout avec des rêves, mais elles se heurtent à une réalité qui est surtout très difficile, qui est la reconnaissance de leurs diplômes qui ne sont pas reconnus. Dans ce balado, nous voulons donner la parole à des personnes qui vivent cette situation au quotidien, mais aussi à des experts, des personnes qui sont sensibles et engagées sur la question pour pouvoir partager leurs perspectives, pour pouvoir ouvrir la réflexion collective et puis promouvoir une reconnaissance plus équitable et plus juste. Donc, ce projet Balado s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation du projet sur la reconnaissance des acquis et des compétences. Et c'est un projet qui se fait dans la continuité du travail qui a été initié par Action Travail des femmes. Et il est financé par Femmes et Égalité des genres du Canada. Je suis Sarah, chargée de projet au RAFIC, et j'anime ce balado aux côtés de Alimatou. Merci Sarah. Moi, c'est Alimatou. À travers ce balado, on ne parle pas seulement de diplômes non reconnus, on parle de talents invisibilisés, de parcours freinés et de potentiel mis en attente. Derrière chaque diplôme non reconnu, il y a une femme, une famille qui doit se réinventer, souvent au prix de sacrifices économiques, professionnels et personnels inimaginables. Avec qualifié et invisible, on veut rendre visibles ces réalités, déconstruire les mécanismes systémiques qui les entretiennent. On veut surtout, avec nos invités, créer un espace de dialogue, de compréhension et de transformation. Merci d'être avec nous sur cette essentielle réflexion. Bon, pour commencer, Sarah, est-ce que tu peux nous parler du projet qui est porté par le RAFIC? Oui, bien sûr. Le projet est intitulé « Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers » et c'est un projet qui est mené par le réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec. Donc, c'est un projet qui se fait à partir d'une instance de concertation permanente multisectorielle qui réunit plusieurs organismes qui sont justement engagés sur la question pour ouvrir un plaidoyer en faveur des femmes immigrantes. Donc, c'est à travers cette instance de concertation, on se réunit 6 fois par an. Donc, c'est une rencontre tous les 2 mois et avec cette instance, ça permet de définir le cadre, de voir, de surtout mettre l'enjeu sur la table et puis d'avoir des recommandations pour pouvoir soumettre aux acteurs concernés. Donc, dès la première année du projet, on a élaboré un plan d'action structuré qui est bien détaillé, qui permet de cartographier les activités qu'on aura à réaliser dans le cadre du projet, mais qui inclut aussi des échéanciers clairs et aussi des indicateurs de suivi. Donc, parmi les activités, on a des activités de sensibilisation comme les formations, les ateliers. Et puis, on a aussi organisé une tournée régionale dans plusieurs régions du Québec pour pouvoir sensibiliser, élargir la représentation et aussi pour qu'on puisse comprendre la réalité dans les régions et adapter les recommandations par rapport aux régions. Et en même temps, on a 2 colloques aussi qui portent sur la reconnaissance des acquis et des compétences en contexte international et national. Et sur le plan de communication, on a créé le site web du projet que tu connais très bien. On a le bulletin trimestriel qui permet de voir les avancées du projet. Il y a un bulletin aussi qui assure une veille portant sur les enjeux de reconnaissance des acquis, donc ce qui inclut les débats publics, les enjeux, qui inclut les débats publics, les mémoires, les rapports, pour qu'on puisse éclairer stratégiquement les actions de la concertation. Donc, c'est un peu tout ça, le projet. Donc, on espère que ça va porter fruit. En tout cas, c'est un beau projet. Et on mentionne toujours quand on parle de ce projet que c'est un
projet qui est issu des travaux de ATF. Donc, je pense d'où la présence de nos deux invités. Peut-être on vous laisserait comme vous présenter un peu votre travail avec les cahiers de recommandations et l'enjeu. Je commencerai peut-être par toi, Nina. Oui, je suis Nina Goualier. J'ai travaillé avec Laurence, qui se présentera par la suite, sur cette étude d'action travail des femmes, donc qui s'appelle La reconnaissance des diplômes étrangers des familles migrantes au Québec en contexte de pénurie de main-d'œuvre, un rendez-vous manqué. Cette étude, à travers une chronologie des opérations de recrutement durant la pandémie et après la pandémie, parle de la reconnaissance des acquis et compétences des familles migrantes. Est-ce que tu peux te... Ouais. Donc, bonjour. Merci de nous accueillir cet après-midi, Sarah et Alimatou. Donc, mon nom, c'est Laurence Hamel-Roy. Je suis consultante pour Action Travail des femmes depuis maintenant plusieurs années. Et j'avais été sollicitée avec Nina, qui est à nos côtés, pour faire cette étude dans le but de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est joué finalement dans le creux de la pandémie, dans ces perspectives de relance en termes de politique publique pour régler ce qui se dessinait à l'horizon comme une récession économique, donc les initiatives qui ont été déployées sur le plan de la main-d'œuvre. Et on voulait comprendre un peu qu'est-ce qui allait se passer, peut-être appréhender ce qui allait se passer en termes de reconnaissance des acquis et compétences pour les femmes immigrantes. Aussi, peut-être un élément qui est important à mentionner, c'est que quand on a initié ces travaux-là, on s'inscrivait à la suite des travaux de Amel Belhassen, qui avait été mandatée en 2009 par Action Travail des femmes pour réaliser effectivement une étude sur les enjeux de non-reconnaissance des diplômes des femmes immigrantes. Donc, c'est une étude fort importante. Je peux même donner son titre pour les personnes qui seraient intéressées à la consulter. Donc, l'étude avait été nommée La reconnaissance des diplômes et des compétences, difficultés et impacts chez les femmes immigrantes. Donc, dans cette étude-là, Amel Belhassen, elle met en lumière finalement les difficultés qui se posent pour les femmes dans leur parcours, et elle insiste un peu comme vous l'avez fait dans l'introduction sur les effets d'injustice qui sont créés, sur la déqualification et sur, dans une certaine mesure, même la détresse qui en découle. Et avec l'étude qu'on a réalisée, moi et Nina, en fait, on voulait, avec Action Travail des femmes, un peu déplacer la focale pour travailler autour de l'hypothèse que la déqualification, elle a des effets, certes, sur les personnes, sur leur revenus, sur leur précarité, sur leur santé mentale, mais aussi que l'arrimage des politiques publiques a aussi pour effet de renforcer l'exploitation des personnes, c'est-à-dire en les relayant finalement vers des segments d'emploi où elles sont susceptibles de finalement d'être davantage exploitées. Donc, il y aurait une fonction finalement à cette non-reconnaissance-là. Donc, c'est un peu un déplacement dans lequel on s'inscrit. Je pense que c'est intéressant ici à noter et ça explique pourquoi on s'est intéressé aux politiques publiques. Quels sont les principaux constats de vos travaux? Il y a plusieurs grands constats dans cette étude que j'invite tout le monde à lire par la suite si ça vous intéresse. Un premier, c'est que la reconnaissance des acquis et compétences pour les personnes immigrantes est très dysfonctionnelle. En réalité, peu de diplômes étrangers sont totalement reconnus, notamment pour ce qui est des métiers qui disposent d'un ordre professionnel, où seulement un tiers des personnes déjà formées, déjà diplômées, avec déjà de l'expérience professionnelle post-diplôme, seulement un tiers de ces personnes-là voient leurs compétences et leurs diplômes totalement reconnus par les ordres. Pour les 2 tiers restants, il y a une minorité de refus total, mais la plupart est contrainte de se reformer. Très souvent via le système universitaire, qui reconnaît les cours passés par les personnes uniquement dans un processus de rediplomation. Donc, ne reconnaît pas totalement les diplômes des personnes. De plus, ces universités ne disposent pas d'un cadre formel de reconnaissance acquis et compétences, comme en ont les cégep notamment. Et les personnes qui sollicitent une reconnaissance des acquis et compétences se retrouvent donc face à un système assez opaque
face aussi à des coûts financiers associés à leur rediplomation et renforcent ainsi leur précarité pendant la formation, voire de l'endettement et toutes les conséquences que ça peut avoir. Ensuite, un autre grand constat, c'est que la reconnaissance des acquis et compétences, bon, on va dire RAC à partir de maintenant, ce sera plus simple, a été arrimée pendant la pandémie aux besoins immédiats du marché du travail. On a cherché à recruter des personnes, donc il y a eu les chômeurs, puis les personnes immigrantes, pour un peu combler des vides immédiats laissés. Et donc, on s'est plus préoccupé d'arrimer des personnes à certains métiers, à certaines voies reformation, plutôt que de se poser la question de quels sont les diplômes, quelles sont les compétences de ces personnes, comment les aider. On a cherché vraiment à les aiguiller pour occuper des emplois qui sont souvent déqualifiés pour elles. On a cherché notamment à recruter des personnes dans le domaine de la santé, puis ensuite dans le domaine de la construction, dans le domaine des technologies de l'information. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, les professions féminisées, domaine de la santé, domaine du soin aux enfants, où on a recruté beaucoup de femmes, où on a fait reformer beaucoup de femmes immigrantes. Qui désormais occupent des emplois assez peu rémunérateurs et au bas de l'échelle. Il y en a beaucoup d'exemples ou quelques exemples de femmes qui étaient médecins, par exemple, dans leur pays d'origine, qui viennent là, qui se retrouvent préposées aux bénéficiaires. C'est encore dans le milieu, mais vraiment en deçà de ce qu'elles faisaient dans leur pays. Puis ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'effectivement, c'est une étude qui est très riche parce que non seulement ça montre l'ampleur de la problématique, mais ça met aussi en lumière les impacts non seulement sur la société, mais aussi sur les personnes immigrantes, mais spécifiquement les femmes immigrantes. Pourquoi exactement ça touche particulièrement les femmes immigrantes? C'est vrai que ça affecte tout le monde, mais en particulier les femmes immigrantes, parce que en étant femmes et immigrantes au diplôme non reconnu, ces femmes se retrouvent à la croisée de discriminations systémiques, donc discrimination parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont immigrantes au diplôme qui ne sont pas reconnus. Donc cette non-reconnaissance et la précarisation qui va en découler vont placer les femmes dans une posture beaucoup plus difficile en termes d'intégration dans la société, vont également engendrer des sacrifices importants à faire pour leurs conditions de vie, voire des sacrifices d'autant plus grands si elles ont des enfants dont elles doivent s'occuper. Puisqu'il va falloir trouver des sources de revenus, il va falloir des fois mettre en pause une reformation qui, bien qu'elle soit pas toujours légitime, mais des fois est nécessaire dans le cadre actuel pour pouvoir exercer sa profession, et peut-être abandonner cette potentialité-là pour privilégier une rémunération immédiate pour prendre soin de la famille et étant donné que on sait qu'il y a quand même une différence du revenu entre les femmes et les hommes, chez les personnes immigrantes comme non immigrantes, le risque est fort que ce ne soit pas au sein d'un couple la reformation de l'épouse ou de la conjointe qui soit privilégiée lorsque vient l'heure de faire des choix pour le ménage. Donc, elle risque les compétences sont plus élevées pour elles en raison du fait qu'elles soient des femmes et en raison à la fois du fait qu'elles soient immigrantes. L'étude, elle interroge les intentions qui sont derrière les politiques qui ont été déployées et un peu comme Nina l'a évoqué un peu plus tôt. Donc, 2020, on a des gouvernements qui déploient différents programmes qui, visiblement, et ça c'est un des constats de l'étude, ne restructurent pas la RAC pour qu'elle ait des effets structurants sur les parcours des personnes concernées, dont les femmes immigrantes, effectivement. Donc, on a peu d'efforts qui sont vraiment mis pour faire en sorte que les problèmes qui sont dénoncés depuis moult années soient réglés en termes de RAC. On n'a pas beaucoup d'argent qui est injecté. Les programmes qui sont mis en place, ils sont ultra individualisants. Ils misent soit sur l'accès au crédit. Ils donnent quelques ressources aux organismes communautaires, mais ça demeure somme toute
assez maigre. Et le seul programme peut-être intéressant, le PAFARC, Nina en a parlé, eh bien, ce programme-là, il est directement arrimé aux besoins du marché du travail, c'est-à-dire qu'il offre une allocation seulement aux personnes qui se destinent à des métiers pour lesquels il y a des besoins de main-d'œuvre. Et ces programmes-là, qui sont finalement peu structurants, ben, ils sont mis en concurrence avec un ensemble de programmes de reformation, de requalification, de recyclage de main-d'œuvre qui vont finalement offrir une illusion de solution aux problèmes qui sont rencontrés à la RAC en offrant des formations qui peuvent avoir l'air attrayantes sur papier, donc de courte durée, souvent ajournées d'une allocation, qui sont garanties d'un emploi à la clé. Et de cette mise en concurrence, finalement, entre ces deux modes d'intervention, la question qui demeure entière, puisqu'on n'a pas les données empiriques pour voir qu'est-ce qui s'est passé, bien, ce que ça pose comme enjeu, c'est de se dire, bien, quand on met en concurrence ces deux types d'interventions-là, bien, qu'est-ce que ça a sur les choix que les individus font? Donc, face au constat, il faut répéter, comme je viens de le dire, que la RAC, elle est difficile, elle est fastidieuse, elle est onéreuse. Quand on a de l'autre côté, ben, des solutions qui sont proposées et comme Nina le disait, ben, ces solutions, elles mènent vers des emplois dont on a pu voir avec la pandémie, donc des emplois de préposés aux bénéficiaires, des emplois dans les services de garde, certains emplois aussi de techniciennes dans le réseau de la santé, donc des emplois qui finalement sont quand même à plus bas revenu que peut-être ce que les personnes à l'origine auraient pu candidater si leur qualification avait été reconnue, dont la possibilité de mobilité ascendante, elle est aussi limitée, et même dans certains cas où le poste d'emploi, il est attaché à certaines conditionnalités, comme j'ai donné l'exemple des préposés aux bénéficiaires. Donc, j'ai pas la réponse complète à la question. Je pense que c'est plus une question qui demeure entière aussi à ce jour, mais l'étude, elle permet finalement je pense, de justifier pourquoi on est en droit de la poser, cette question-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait l'étude porte dans le contexte pandémie, mais avec la tournée régionale qu'on a fait, les témoignages qu'on reçoit, on voit que rien n'a changé. Au contraire, les personnes qui sont allées dans des emplois sous-qualifiés pensant que c'était temporaire se retrouvent 5 ans plus tard dans un cycle, c'est comme un cercle vicieux où ils n'arrivent pas à avoir des postes à la hauteur de leurs compétences. Est-ce que vous, dans votre étude, vous pouvez nous donner l'ampleur de cette déqualification au Québec, par exemple les données ou les statistiques? Oui, la déqualification, elle touche pas uniquement les femmes immigrantes au Québec, elle touche sur la population en général, la population active, 30% des personnes. En revanche, les femmes immigrantes, elles, sont 45% à subir la déqualification, donc 50% de plus que la population totale. Et 12% d'entre elles, pour 12% d'entre elles, cette déqualification va être persistante dans le temps. Donc, il y a 12% de ces femmes qui n'arrivent pas nécessairement à rebondir vers une profession correspondant à leur qualification après quelques années, mais se retrouvent enfermées dans cette déqualification et dans la précarité qui y est associée. Donc, si je comprends bien dans ce que tu veux dire, c'est comme... c'est plutôt comme une sorte d'instrumentalisation, parce qu'on n'oriente, je sais pas si... Vas-y, continue. Ouais, c'est comme une sorte d'instrumentalisation, parce que le fait que on dirige les personnes immigrantes là dans les secteurs qu'on a besoin de couvrir en termes de pénurie de main-d'œuvre, donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Je suis pas dans la tête de nos gouvernements, donc je pourrais pas utiliser le mot instrumentalisation en leur nom, mais c'est sûr qu'avec le recul, justement, ben, on est en droit de se demander, justement, c'est quoi les intentions et si, justement, dans Nina, elle utilisait le mot fléchage que je trouve qui est tout à fait juste pour parler du processus. Donc, dans ce fléchage-là, vers des secteurs, comme tu viens de le dire, mais aussi vers certains postes dans ces secteurs-là et ces postes qui sont finalement au bas de l'échelle. Donc, et c'est des postes pour lesquels on a de la misère à pourvoir en main-d'œuvre, pas seulement parce qu'il manque d'individus, mais aussi parce que c'est des postes qui sont réputés peu rémunérateurs,
peu valorisée et, comme j'ai dit, à faible mobilité sociale ascendante. Donc, quand on dit aussi que la déqualification, elle est persistante, ça, c'est aussi lié au fait que, ben, une fois qu'on est dans ces postes-là, il n'y a pas possibilité de monter dans la hiérarchie, soit dans une entreprise, soit entre plusieurs entreprises, parce que des qualifications seraient cumulatives d'un endroit à l'autre. Donc, est-ce qu'on est devant une situation d'instrumentalisation? Encore une fois, je pense qu'on est vraiment en droit de soupçonner ces intentions-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'effets, je peux totalement imaginer qu'une personne qui prenne le recul sur sa propre trajectoire puisse se sentir instrumentalisée. Puis moi, ça me montre que c'est comme une intersection de plusieurs choses. Être femme, être immigrante, avoir un diplôme d'ailleurs, ça fait un croisement de plusieurs choses qui renforcent pour les effets négatifs persistants et je pense à long terme sur les femmes immigrantes. Puis justement, est-ce qu'il y a un lien entre les métiers à prépondérance féminine et cette déqualification? Est-ce que on retrouve ça dans l'étude ou parce que je sais que récemment vous avez fait aussi une étude sur les infirmières étrangères. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour la première partie de la question, oui, c'est sûr que la déqualification a un fort rapport avec les métiers à prépondérance féminine, parce que c'est aussi des métiers avec peu de mobilité ascendante possible, contrairement à d'autres secteurs. Pour ce qui est des infirmières spécifiquement, la dernière grande opération de recrutement en date, c'est un programme de recrutement d'infirmières et d'infirmiers formés à l'étranger qui a commencé en 2023. Et qui suppose de recruter des personnes déjà formées et avec de l'expérience professionnelle dans des pays francophones autour du monde pour leur faire suivre une reformation, une technique au complet dans des cégeps de région afin qu'elles obtiennent un diplôme québécois et que ces personnes puissent venir pallier au manque de main-d'œuvre dans les hôpitaux en région. Et ce programme est complètement scandaleux parce que on recrute expressément des personnes ayant plusieurs années d'expérience, notamment dans des pays qui ne pouvaient pas nécessairement souffrir de se départir de ces professionnels de santé. Il y a eu plusieurs scandales à ce sujet et le recrutement a dû être resserré sur un nombre plus petit de pays. On recrute donc ces personnes pour leur imposer une reformation d'une année au complet, pendant laquelle on leur donne toutefois le loisir d'occuper un emploi de préposé aux bénéficiaires afin de pouvoir financer leur vie, leurs conditions à elles-mêmes, mais aussi de leur famille, parce que certaines personnes viennent avec conjoint, conjointe, enfants, ce qui suppose des coûts élevés, surtout dans un contexte de crise du logement, pas qu'à Montréal, là, dans toutes les régions. C'est ça. J'ai lu l'article, c'était en septembre, vous avez publié ça en septembre 2025, c'est ça. Franchement, ça, c'était choquant parce que tu es recruté sur la base de tes compétences, tu es recruté sur la base de tes acquis, de ce que tu peux faire, puis tu te retrouves ici, genre, déqualifié et à être rediplômé. Donc, est-ce que c'est dans des professions bien spécifiques? Est-ce que vous retrouvez ça aussi dans d'autres professions? C'est sûr que ce programme-là, il a... je ne sais pas si on peut dire son originalité ou son niveau de scandale élevé. C'est un programme qui finalement remplit 3 objectifs, un peu comme Nina l'a dit, qui est de pourvoir en main-d'œuvre infirmière dans les régions au Québec. Il pourvoit aussi en main-d'œuvre en termes de préposés aux bénéficiaires pendant que les travailleuses font leur parcours de mise à niveau. C'est le langage du gouvernement. Est-ce qu'on peut appeler ça de la reformation? Je pense qu'on est en droit de poser la question. Et un autre objectif qui est aussi de combler les groupes classes dans les cégeps en région aussi, qui, dans certains cas, peinaient à recruter des élèves. Donc, tout ça, je pense qu'on a, pour répondre à la question, c'est un peu inédit, cette complexité-là, vis-à-vis d'autres professions. Mais l'idée finalement
d'avoir des personnes qui sont plus qualifiées pour occuper des postes en eux-mêmes, mais ça c'est un phénomène qui est largement documenté. Les travaux que vous faites au RAFIC, je pense que vous rencontrez régulièrement des personnes qui sont confrontées à cela et ça dépasse largement le secteur de la santé, effectivement. Puis on parle, Nina en a parlé, toi aussi, on parle beaucoup de rediplomation. Je sais qu'il y a le collégiat, il y a l'université, mais en sachant que ça a des coûts économiques, c'est de grands sacrifices de repartir aux études. Est-ce qu'il y a un gain financier pour les universités et que c'est pour ça que on oriente les gens plus vers la rediplomation que vers la reconnaissance des diplômes, à votre avis? Je pourrais répondre assez simplement avec un chiffre. C'est qu'une session à l'université, pour un étudiant étranger qui n'est ni belge ni français, donc qui ne bénéficie pas de ces accords-là, coûte plus de $10,000. Donc, multiplié par 3 pour avoir une année de formation et vous avez une idée un peu du coût que ça représente. Puis, je pense qu'il y a derrière il y a des coûts humains là, il y a comme je me dis des familles, des personnes qui souffrent là parce que avoir un diplôme, peu importe le pays, c'est de grands sacrifices. Est-ce que vous avez des recommandations pour les universités? Dans l'étude, il y a beaucoup de recommandations. Si vous deviez nous en dire quelques-unes, je pense que ça serait intéressant. Surtout que les universités sont autonomes aussi. C'est sûr qu'à Action Travail des femmes, ça fait plusieurs années qu'il y a un travail de réflexion et d'action qui est mené afin que les universités puissent être assujetties à la politique d'éducation aux adultes. Donc, les universités, contrairement au centre de formation professionnelle, au cégep, qui, eux, offre un parcours de reconnaissance des acquis et compétences qui permet aux personnes candidates de faire reconnaître l'équivalence des diplômes qu'ils ont. Les universités, elles vont plutôt rediplômer, c'est-à-dire qu'on va reconnaître des cours dans le cursus des personnes. Donc, les personnes vont se réinscrire dans un parcours complet, baccalauréat par exemple, se voir reconnaître certains des cours comme étant déjà acquis, mais en bout de ligne, vont se voir octroyer un nouveau diplôme. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de rediplomation plutôt que de reconnaissance de l'équivalence. Comme Nina l'a dit, il y a des intérêts financiers qui sont en jeu dans le fait de rediplômer, vient avec des frais de scolarité, que ce soit si la personne, elle est considérée comme un étudiant international, évidemment, ça devient particulièrement attrayant. Mais même pour une personne qui est résidente ici, qui paye les mêmes frais de scolarité, ça demeure quand même un attrait financier. Donc, en termes de recommandations, Action Travail des femmes travaille depuis plusieurs années autour de l'idée que les universités devraient être assujettis à la politique d'éducation aux adultes. Et le problème, là où ça accroche, c'est effectivement sur la question de l'autonomie des universités, les unes envers les autres et dans leurs compétences en matière de détermination des programmes et des cursus d'apprentissage. Et j'aurais le goût de te demander, qu'est-ce qu'on perd comme société quand ces diplômes ne sont pas reconnus? Nina, je suis sûre que tu es bonne pour répondre à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que la société perd quand les diplômes ne sont pas reconnus? Eh bien, la société perd des professionnels qui seraient capables d'exercer leur emploi au Québec. Pour toutes les professions, d'ailleurs, toutes celles qui ne sont pas reconnues, c'est des personnes qui ne sont pas en capacité de l'exercer, avec des conséquences parfois qui peuvent être dramatiques parce que on parle beaucoup de la pénurie de médecins, des problématiques de personnel dans les hôpitaux publics et il y a de nombreuses personnes qui ont d'ailleurs été appelées pendant la pandémie en tant que médecins étrangers et qui, faute d'avoir pu faire reconnaître leur diplôme ou d'avoir pu trouver un stage dans un hôpital à la fin de leur rediplomation, sont actuellement pas du tout médecins, enfin pas du tout en train d'exercer en tant
en tant que médecin, alors qu'on aurait bien besoin de toutes ces personnes-là. Exact. Puis c'est pas un mythe là. Je pense que tout le monde dit il y a des médecins qui sont chauffeurs de taxi, des ingénieurs chauffeurs de taxi. On aurait cru que c'est un mythe, mais c'est quand tu parles davantage avec les personnes que tu sais que c'est plus courant que c'est pas un mythe. C'est un gaspillage de talent, non seulement pour les personnes, mais aussi pour la société qui perd. Oui, j'aimerais dire, on perd en capital humain. Je pense qu'on peut le dire, mais je pense qu'on perd aussi en humanité, en solidarité. Je pense que la non-reconnaissance des acquis et des compétences, elle envoie un message assez fort aux personnes concernées en termes de potentiel d'intégration au sein d'une société multiculturelle, inclusive. Donc, je pense que c'est aussi un élément, par-delà les intérêts économiques, de main-d'œuvre, et tout cela, ben, je pense qu'il est aussi important de se rappeler qu'est-ce que ça dit aussi comme société, qu'est-ce que ça en dit sur l'ouverture à la différence et à la volonté de finalement reconnaître la participation de tous et toutes au projet commun. J'adore cette réponse. Moi aussi. Et puis, je pense que ça résume un peu le titre même du balado qui est qualifié mais invisible. Je pense que c'est vraiment une perte, puis on gagnerait à ce que toutes les personnes qui sont qualifiées, qui veulent travailler là, puissent pouvoir travailler à la hauteur de leurs compétences et de leurs qualifications. C'était intéressant de vous écouter. On arrive à la fin. Est-ce que vous aviez un mot de la fin ou quelque chose que vous aimeriez rajouter à notre discussion? Ben, je vous remercie de nous avoir invités. J'espère que la tournée va donner peut-être un deuxième, en fait, j'allais dire un deuxième, mais peut-être un 10e tour de roue à la problématique parce que ça fait des années finalement que on milite en ce sens. Donc, j'espère que ça va réussir à peut-être à amener l'enjeu sur la place publique et à faire des gains qui pourront certainement avoir des effets structurants sur les trajectoires des personnes concernées. Oui, mais je me joins aux propos de Laurence. J'espère fortement que tout ce travail qui est mené depuis des années et que vous continuez aujourd'hui pour avoir des impacts positifs pour la situation des femmes immigrantes. Oui, quand on pense que les premiers constats datent de 2019, on est en 2026, c'est encore les mêmes histoires, c'est encore les mêmes réalités et c'est encore les mêmes femmes qui souffrent davantage. J'espère que les choses vont changer. Je pense que ça prend des changements structurels parce qu'on a compris des échanges que c'est pas des cas isolés. On parle de 50%, on parle de cas qui datent de 2019 et qui sont encore d'actualité. Donc, merci d'être venu. Merci des échanges qui étaient super intéressants. Très bel Puis échange. l'étude est super intéressante pour celles et ceux qui veulent lire. C'est sur le site web du RAFIC, de l'ATF aussi. Et justement, dans notre prochain épisode, on va inviter des personnes qui sont concernées. Derrière les chiffres, il y a des vraies personnes, des vrais parcours, parce que parfois, les statistiques, quand on parle de femmes immigrantes de diplômes non reconnus, on oublie parfois que c'est des visages, c'est des personnes. Donc, dans notre prochain épisode, on aura des personnes qui c'était ingénieurs, architectes dans leur pays d'origine et que là, elles occupent des qualifiés à des emplois complètement différents de leur diplôme. Et que merci de votre attention. Merci beaucoup, mesdames. Merci.